Que va-t-il se passer maintenant? C'est la grande question. Ce qui est certain, c'est que nous sommes confrontés à une situation extrêmement grave. La vraie question n'est pas seulement « Es-tu prêt?», mais plutôt « Comment peux-tu te préparer à ce qui arrive ?» Il ne s'agit pas simplement d'un effondrement économique, mais de notre capacité à y survivre. Pour ma part, je pense que nous atteignons la fin d'un long cycle qui ne tient plus debout. Il y a des décennies, certains penseurs ont été considérés comme fous, voire hérétiques, pour avoir osé prédire ce que nous vivons aujourd'hui. L'un d'eux, Richard, a été vivement critiqué à l'époque. Ce qu'il disait semblait impensable, et pourtant, avec le recul, il avait vu juste. Ses écrits n'étaient pas des spéculations gratuites, mais de véritables anticipations, basées sur une analyse solide. Le problème de la majorité des gens, c'est qu'ils sont enfermés dans une vision microéconomique. Ils ne voient que ce qui se passe autour d'eux, dans leur quotidien. Je dirais que 90% des Américains croient encore naïvement que tout va s'arranger, que les beaux jours reviendront, comme si l'économie américaine avait un pouvoir magique de rebond. En tant qu'ancien marine, je peux te dire que lorsqu'on ne voit que ce qui est juste devant soi, on est aveugle au reste. Et c'est exactement ce qui se passe, une cécité généralisée face à la réalité mondiale. J'ai parlé avec plusieurs agents immobiliers ici en Arizona. Ils me disent de tous, pas de souci, les taux montent, oui, mais l'Arizona reste attractive. Et c'est vrai. Beaucoup de gens fuient la Californie, New York, Chicago ou même la Floride pour s'installer ici. Donc, localement, le marché semble stable. À petite échelle, ils ont raison. Ils disent « Je ne m'inquiète pas, je vis en Arizona ». Mais selon moi, c'est une manière de se voiler la face. Ils ne perçoivent pas la dynamique globale. Quand on élargit le regard, on se rend compte que le monde entier est en train de s'effondrer. Peut-être que l'Arizona en bénéficiera à court terme, parce que des gens s'y installent, mais ce n'est qu'une illusion de sécurité. Prenons un exemple géopolitique. Si la Chine décidait d'envahir Taïwan, on verrait immédiatement une vague migratoire. Des milliers de Taïwanais chercheraient refuge à Hawaï, en Californie ou en Arizona. Cela pourrait sembler positif localement, mais en réalité, c'est le symptôme d'une crise globale. Il faut comprendre le local dans le contexte mondial. Richard est intervenu dans plusieurs de nos événements. Il fascine toujours le public, car il leur montre à quel point leur vision est limitée. Cela fait des années qu'il tire la sonnette d'alarme. Le dollar est en crise, non? En vérité, c'est tout notre système économique qui est en train de s'effondrer. Et aujourd'hui, je suis très inquiet. Nous sommes à la veille d'une crise qui pourrait faire disparaître des milliers de milliards de dollars de richesses accumulées. Le système est-il corrompu? À mon avis, oui. Le point de rupture a été l'abandon de l'étalon or. À partir de ce moment, ce que nous appelons capitalisme a commencé à muter. Une économie dopée au crédit illimité a pris le dessus. Depuis les années 60, la dette totale des États-Unis est passée d'environ 1 000 milliards de dollars à plus de 90 000 milliards aujourd'hui. Cette dette a certes permis de générer de la croissance et de la richesse, mais elle a aussi rendu notre économie dépendante du crédit. L'économie ne repose plus sur la production réelle, mais sur une expansion constante de la dette. C'est ce que Richard appelle le créditisme, une déviation du capitalisme traditionnel, où tout dépend de l'accroissement continu du crédit. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, une fois ajustée à l'inflation, cette dette commence à se contracter. Et si le carburant du système s'épuise, tout s'arrête. Il est temps d'ouvrir les yeux. Richard vit en Asie, d'où il peut observer les mouvements mondiaux avec du recul. Beaucoup d'Américains, eux, ne voyaient pas plus loin que leur quartier. C'est comme faire le plein de son SUV en leasing et se demander pourquoi le prix de l'essence augmente. C'est une vision étriquée. Il ne voit pas les causes profondes. Je crains que l'inflation ne soit désormais structurelle. Et cela vient en grande partie de ce que Richard décrit, le créditisme. Au lieu de résoudre les problèmes de fond, les autorités injectent de la monnaie. Elles impriment des billets, encore et encore. Mais cette fuite en avant va finir par se retourner contre tout le monde. Regarde ce qui s'est passé récemment. Le sabotage du gazoduc Nord Stream 2, la guerre en Ukraine, l'effondrement de la livre sterling, la crise du yen japonais.
les missiles nord-coréens tirés vers le Japon. L'inflation est partout et les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, gagnent du terrain. Tu veux vraiment te mesurer à ces pays? Prenons le cas du Royaume-Uni. Que s'est-il passé avec la livre sterling? La nouvelle première ministre britannique et son ministre des Finances ont annoncé des baisses d'impôts massives. Une grande partie de ces réductions allait aux plus riches. Cela impliquait que l'État allait devoir emprunter des sommes colossales, juste au moment où la Banque d'Angleterre, qui rachetait jusque-là des obligations d'État via son programme d'assouplissement quantitatif, s'apprêtait à les revendre. Résultat, la Grande-Bretagne a commencé à ressembler à un pays émergent. En l'espace de 2 semaines, les taux d'intérêt des obligations d'État ont doublé. Ils sont passés de 2 % à 4 % sur les obligations à 10 ans. En théorie, cela aurait dû renforcer la livre. Mais elle a plongé. Ces mouvements brutaux, à la fois sur les taux et sur la monnaie, ont été tellement extrêmes que les fonds de pension, pensant avoir couvert leurs risques à l'aide de produits dérivés appelés LDI, Liability Driven Investments, se sont retrouvés piégés. Les contreparties ont exigé des appels de marge et beaucoup n'ont pas pu les honorer. Les positions de couverture ont été épuisées, mettant tout le système des retraites du Royaume-Uni dans une situation critique. Les fonds de pension étaient au bord de la faillite et la Banque d'Angleterre n'a eu d'autre choix que d'intervenir. Initialement, son plan était de commencer à réduire l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire d'adopter une politique monétaire plus restrictive. Cependant, dans un retournement de situation inattendu à la fin de la semaine, la Banque d'Angleterre a décidé de changer de cap et a annoncé une nouvelle série d'assouplissements quantitatifs. Elle a déclaré qu'elle allait acheter pour 65 milliards de livres supplémentaires de bons du gouvernement au cours du mois suivant, ce qui a permis de calmer temporairement les marchés. Ce changement de politique a également généré une certaine euphorie chez les investisseurs, qui espéraient que si la Banque d'Angleterre décidait de desserrer sa politique monétaire, la Réserve fédérale des États-Unis, Fed, ferait de même. Le véritable questionnement ici est: quel impact cela a-t-il sur les citoyens britanniques? Leurs pensions étaient sur le point de s'effondrer. Et lorsque la Banque d'Angleterre décide d'imprimer plus d'argent, est-ce qu'elle cherche à éviter une récession ou nourrit-elle l'inflation? En réalité, la priorité a été d'éviter une dépression économique. Pour cela, la Banque d'Angleterre a dû agir en tant que prêteur en dernier ressort, car aucune autre source de financement n'était disponible pour soutenir le système financier du pays. À ce moment-là, la Banque centrale n'a eu d'autre choix que de déclarer « Nous prenons les choses en main. Nous allons créer de l'argent et restaurer l'ordre économique. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Cette situation n'est pas nouvelle. En 1998, lorsque le fonds spéculatif Long Term Capital Management a fait faillite, la Réserve fédérale a dû intervenir pour sauver ce fonds. La question soulevée par Jim Rickards à ce moment-là était « Qui va sauver la Réserve fédérale ?» Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation similaire. Qui va sauver la Banque d'Angleterre? Et qui prendra en charge la Réserve fédérale et les autres banques centrales, comme la Banque du Japon? Au cours des 3 dernières décennies, les banques centrales ont eu une tâche relativement facile, car la mondialisation a généré une tendance déflationniste qui maintenait les prix bas et les taux d'inflation sous contrôle. Cela a permis de maintenir les taux d'intérêt à un niveau bas, facilitant ainsi la création de monnaie sans générer d'inflation élevée. En émettant de l'argent, les banques centrales achetaient des bons du gouvernement, ce qui finançait les dépenses du public et permettait à l'État de stimuler l'économie de cette manière. Cette formule a fonctionné pendant plus de 30 ans, mais soudainement, la mondialisation a commencé à se dégrader. D'abord, ce fut la pandémie de COVID-19 qui a paralysé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ensuite, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a provoqué une flambée des prix de l'énergie, du pétrole, du gaz, du blé et du maïs, engendrant ainsi un nouveau cycle inflationniste. Les banques centrales se sont retrouvées sous le choc, car pour la première fois en 35 ans, elles ont dû faire face à l'inflation. Au Royaume-Uni, l'inflation atteint 10 %, tout comme en Allemagne et presque aux États-Unis. Maintenant, si elles essaient de soutenir l'économie en imprimant encore plus d'argent, cela ne fera qu'attiser les flammes inflationnistes.
Mais si elle n'imprime pas d'argent, le crédit se contractera et l'économie sombrera dans une crise encore plus profonde. La plupart des Britanniques, tout comme la majorité des Américains, ne comprennent pas ce qui se passe. Ils croient que la Réserve fédérale ou la Banque d'Angleterre peuvent les sauver, mais comme le dit Jim Rickards, qui sauvera ces banques centrales en crise? La situation est également critique pour le système bancaire central mondial, un problème dont Richard parlait déjà il y a plus de 20 ans. Pendant ce temps, en Chine, la situation est encore plus complexe. Le pays vit l'une des plus grandes bulles immobilières de l'histoire, avec un excédent de capacité dans tous les secteurs à une échelle monumentale. Un professeur chinois m'a dit un jour qu'au sein de sa ville, le gouvernement local avait construit 2 magnifiques et grands ponts. Le seul problème était qu'ils n'avaient pas encore construit la rivière. Au Japon, la situation est tout aussi préoccupante. La Banque du Japon a décidé de maintenir ses taux d'intérêt extrêmement bas, même si les taux d'intérêt aux États-Unis et dans la plupart des autres pays augmentent rapidement. Avec un taux d'intérêt de 0,25%, personne ne souhaite conserver des yens, car il n'y a aucune rentabilité. Les investisseurs préfèrent vendre leurs yens et acheter des dollars, où le taux d'intérêt est plus attractif. Cela a entraîné une chute du yen, qui atteint son niveau le plus bas depuis 20 ans. À moins que la Banque du Japon ne change de politique, il semble que cette chute va se poursuivre. En tant que Japonais américain de 4e génération, j'ai toujours trouvé cela ironique, car les Japonais, en moyenne, ont le taux d'épargne par habitant le plus élevé de toutes les populations. Et c'est pourquoi les Japonais ne sont pas forcément les plus avisés, n'est-ce pas? Je veux dire, pourquoi économiser de l'argent quand les gouvernements sont en train de l'imprimer? C'est pour cela que dans le livre « Père riche, Père pauvre », on dit que les épargnants sont les perdants. Et maintenant, les épargnants américains en subissent les conséquences, car de plus en plus d'argent va être imprimé, ce qui va dévaluer leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les États-Unis sont la nation la plus endettée de l'histoire, et la seule façon de tenter de sauver l'économie est d'imprimer plus d'argent. Ils n'arrêtent pas d'injecter toujours plus d'argent dans le système financier. Je crois que nous arrivons à la fin du chemin. Vraiment, je vois cela de plus en plus proche. En fait, c'est pourquoi je possède des mines d'or, des mines d'argent et des tonnes d'or enfouies dans le sol. Je possède aussi une grande quantité de Bitcoin, bien que je sois arrivé un peu tard à l'investissement dans les crypto-monnaies, car j'ai dû d'abord le tester. Je l'ai acheté quand le prix était de 6 000, mais je l'ai fait parce que je sais que l'argent que nous utilisons aujourd'hui est complètement faux. Cette monnaie est fausse. Chaque jour, les gens se lèvent, vont travailler pour gagner cet argent, le mettent de côté. Et ensuite, ils disent qu'ils vivent sans dette, alors qu'en réalité, ils accumulent de la dette. Si vous mettez un billet de banque dans votre poche, vous mettez de la dette dans votre poche. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils sont trompés. Ils ne voient même pas ce qui se passe réellement avec l'économie mondiale. Quant aux BRICS, beaucoup de gens aux États-Unis ne les voient même pas. Vous vous êtes déjà demandé ce qu'il se passe avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et leur projet de la ceinture et la route. Avant, ces pays restaient unis, mais aujourd'hui, chacun va dans une direction différente pour des raisons propres à chacun. L'économie de la Russie traverse de graves difficultés à cause de son intervention en Ukraine, un choix stratégique malheureux. Son économie subit de lourdes sanctions et elle ne peut pas importer de technologies avancées, comme des semi-conducteurs. Cela affecte sa capacité à produire des armes et d'autres biens nécessaires, ce qui les conduit à une crise économique. En ce qui concerne le pétrole, je pense qu'en 20 ans, le pétrole ne va plus avoir de valeur. L'économie russe dépend presque entièrement des exportations de pétrole et de gaz, donc leur avenir semble assez sombre. D'autre part, la Chine traverse la plus grande bulle économique de l'histoire. Bien qu'ils aient un gouvernement centralisé qui leur permet de continuer à prêter de l'argent, cette bulle ne provoquera probablement pas une grande dépression mondiale, mais il n'est pas impossible qu'ils arrêtent de croître, tout comme le Japon a cessé de croître il y a 20 ans. Cela représenterait un changement fondamental pour l'économie mondiale, car la croissance de la Chine a été le moteur économique du monde depuis 2008. Lorsque les États-Unis ont cessé de jouer ce rôle.
Un ralentissement de la croissance chinoise aurait des répercussions énormes sur l'ensemble de la planète. L'Inde, pour sa part, est mieux placée. Non seulement elle entretient une relation plus amicale avec les États-Unis, mais de nombreuses entreprises réalisent maintenant qu'il serait probablement préférable de déplacer leurs usines hors de Chine. Alors que la relation entre les États-Unis et la Chine se détériore, l'Inde devient un endroit plus attractif, avec des coûts bas et une main-d'œuvre qualifiée. À mon avis, l'Inde a les meilleures perspectives parmi les pays du BRICS. Et laissez-moi ajouter un détail important. Pour ceux d'entre vous qui travaillent de chez eux aujourd'hui, leurs remplaçants travaillent probablement en Inde. Grâce à la technologie, il n'est plus nécessaire d'être dans un bureau, ce qui ouvre la possibilité de recruter à distance dans des endroits plus économiques. Cela transforme la dynamique du marché du travail à l'échelle mondiale. Le principal problème avec beaucoup de gens aujourd'hui, c'est qu'ils se concentrent uniquement sur ce qui est proche d'eux. Ils regardent leur quartier, leur station-service, mais ils ne voient pas ce qui se passe ailleurs dans le monde. Le changement est tellement grand et rapide que la plupart des gens ne le perçoivent même pas. Si vous êtes préparé à ce qui se passe ou à ce qui va se passer, vous serez en bien meilleure position. Si vous ne l'êtes pas, vous allez subir de lourdes conséquences. La raison pour laquelle cela est si pertinent, c'est que l'économie est en train de s'effondrer, que ça vous plaise ou non. Comme je suis ancien pilote dans les Marines, je sais ce que cela signifie faire face à un crash. J'ai vécu 3 accidents, et ce qui est important, ce n'est pas si vous allez tomber, mais si vous allez survivre à la chute. Ce que j'ai appris dans les Marines, c'est qu'il faut pratiquer l'impact. Et quand j'ai eu mes 3 accidents au Vietnam, nous avons survécu grâce à cette préparation. Aujourd'hui, même si je gagne plus d'argent que jamais, le reste du monde est en train de se ruiner. Mon parcours est dans le secteur pétrolier et j'ai travaillé comme capitaine de pétrolier pour Standard Oil. Aujourd'hui, je possède des puits de pétrole, mais pas d'actions dans des entreprises pétrolières. Quand Biden a coupé le pipeline Keystone XL, à mon avis, il a commis un acte de sabotage. En fermant ce pipeline, le prix du pétrole est passé de 30 $ le baril à 130 $. Cela a profité à des gens comme moi qui se sont enrichis pendant que la classe moyenne et les plus pauvres sont devenus plus pauvres. Voilà ce que je veux dire avec la prophétie du Père riche, Père pauvre. Si vous vous préparez, vous allez vous en sortir. Mais si vous êtes concentré uniquement sur le court terme, la tête dans les nuages, en pensant « Oh, la Réserve fédérale va me sauver. Les États-Unis sont les meilleurs. Je n'ai pas à m'inquiéter. J'ai une pension. J'ai un 401 jet. Je vais faire une petite balade autour du chapelet ce soir. » Vous risquez une grosse surprise. Même le pipeline Nord Stream 2 qui sort de la Russie a été torpillé, bombardé, et il est à 200 pieds sous l'eau. Je veux dire, le coût de cette opération, c'est incroyable. J'ai été marin, j'ai combattu et tout ça, mais je ne saurais pas comment faire exploser un oléoduc. Tu sais, c'est quelque chose de vraiment, vraiment énorme. Mais la question est, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la signification de ce qui s'est passé? Comme lorsque Biden a coupé l'oléoduc Keystone XL en Amérique, un acte qui, à mon avis, constitue une trahison. Et puis, l'oléoduc Nord Stream 2 a été intentionnellement détruit, et cela représente la principale source de revenus de la Russie. L'exportation d'énergie. Il n'y a aucune preuve solide sur qui l'a fait. Donc, ce n'est que de la spéculation de ma part. Mais si je devais deviner, je dirais que la Russie en est responsable. Ce n'était pas seulement le Nord Stream 2 qui n'avait pas encore commencé à fonctionner, mais aussi le Nord Stream 1. Les deux ont été explosés pratiquement le même jour, presque à la même heure. Le Nord Stream 2 n'avait pas encore commencé à pomper du gaz, mais le Nord Stream 1 fonctionnait depuis longtemps, jusqu'à récemment. Récemment, Poutine a arrêté tout le gaz passant par le Nord Stream 1, donc il n'y avait plus de gaz qui circulait vers l'Europe, ni par le Nord Stream 1 ni par le 2. Le jour où ces oléoducs ont été détruits, c'était le même jour ou la veille de l'ouverture d'un nouvel oléoduc entre la Norvège et l'Allemagne, qui va fournir une grande quantité de gaz de la Norvège à l'Europe cet hiver. Et je pense que, en faisant exploser ces oléoducs,
qui de toute façon ne rapporterait plus rien à la Russie car il ne pompait plus de gaz, Poutine envoyait un message clair. Il pourrait aussi détruire l'oléoduc norvégien vers l'Allemagne. Et s'il le faisait, ce serait un hiver très froid pour les Européens. Et ils ne pourraient pas faire fonctionner leurs usines, ce qui entraînerait une grave crise économique. Voilà donc le message qu'il semblait vouloir transmettre. Et bien sûr, il menace aussi d'utiliser des armes nucléaires, ce qui sont les déclarations les plus effrayantes que j'ai entendues de la part d'un dirigeant mondial depuis mon enfance. Nous revenons à la situation historique, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une inflation galopante, des figures désespérées surgissent, comme Staline, Hitler, Mao et tous ces types qui se sont imposés au milieu de l'hyperinflation et de la crise. Si la Chine traverse des difficultés, et comme nous le savons, la Russie a attaqué l'Ukraine, quelles sont les chances que la Chine attaque Taïwan? C'est une possibilité. Si cela se produisait, cela entraînerait une guerre entre les États-Unis et la Chine et, au minimum, cela provoquerait une calamité économique en Chine. Le surplus commercial de la Chine avec les États-Unis, la quantité de biens que la Chine vend aux États-Unis par rapport à ce que les États-Unis lui vendent est de plus d'1 milliard de dollars par jour, soit plus de 400 milliards de dollars par an. Si la Chine envahissait Taïwan, il perdrait tout cela du jour au lendemain et ne le récupérerait jamais. C'est donc une grande raison pour laquelle ils ne le feront probablement pas, car cela provoquerait une montée du chômage, de l'instabilité sociale et en plus, certaines de leurs villes seraient détruites, ce qui pourrait mettre en danger le régime du Parti communiste. C'est probablement la principale raison pour laquelle ils ne le feront pas au cours de cette décennie. Lorsque je parlais avec des agents immobiliers, ils me disaient « Oh, je n'ai pas à m'inquiéter, l'Arizona est chaud. » Eh bien, c'est vrai, car les gens migrent ici. Mais d'où viennent-ils? C'est une autre question. Et qu'en est-il des taux d'intérêt? Ce type, Jay Powell, doit stopper l'inflation, car elle est désormais systémique. Cela signifie qu'elle va continuer à croître. Plus l'inflation augmente, plus cela ressemble à une personne qui remplit son SUV de location à une station-service, inquiète de son travail et du prix de l'essence qui monte. Ils se concentrent sur leur situation immédiate, sans voir plus loin. Jay Powell, le président de la Réserve fédérale des États-Unis, peut-il arrêter l'inflation? Oui, il peut, mais seulement s'il augmente suffisamment les taux d'intérêt. Et il y a eu une explosion de réactions il y a 2 semaines, lorsque Powell a présenté les nouvelles projections de la Réserve fédérale sur l'augmentation des taux d'intérêt. Cela a été un ajustement radical vers le haut dans leurs projections sur combien ils allaient augmenter les taux d'intérêt au cours des prochains mois. Cela a provoqué une vente massive sur le marché boursier. Le dollar a fortement augmenté, ce qui a créé des problèmes pour la livre sterling du Royaume-Uni, et cela a semé le chaos sur les marchés financiers. En plus de cela, non seulement ils augmentent les taux d'intérêt, mais en même temps, ils inversent le processus de l'assouplissement quantitatif. Au lieu de créer de l'argent, ils détruisent maintenant 95 milliards de dollars chaque mois. C'est ce que fait la Réserve fédérale des États-Unis. Si on multiplie cela par 12 mois, cela donne 1,1 trillion de dollars qui n'existeront plus dans 1 an, bien qu'ils existent aujourd'hui. Cela représente environ 13% de tous les dollars en circulation. Tant que la Réserve fédérale poursuit cette politique de resserrement quantitatif, il est très probable que les prix des actifs continueront de baisser, car tous les prix des actifs flottent sur cet océan de liquidités que la Réserve fédérale est en train d'assécher. C'est comme une baignoire. Lorsque l'eau s'en va, les prix des actifs chutent. Cela signifie également que les prix de l'immobilier vont baisser, car il y a moins d'acheteurs. J'étais dans une grande banque hier. La banque était vide. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus besoin de conseillers financiers. Les plus grandes vagues de licenciements ont lieu actuellement dans les banques, car les banques ne peuvent plus prêter de l'argent, puisque les gens ne peuvent pas se permettre d'emprunter. C'est ce qui s'est passé hier. Tous les types d'actifs vont probablement chuter ensemble. Dans le passé, cela ne fonctionnait pas comme ça. Les actions montaient et les obligations baissaient, et vice-versa. Mais aujourd'hui, tout bouge en même temps, à la hausse ou à la baisse, car tout repose sur cette liquidité que la Réserve fédérale est en train de retirer.
Tant que la Réserve fédérale continue de drainer la liquidité à travers le resserrement quantitatif, il est fort probable que tous les types d'actifs chutent simultanément. Des moments comme celui-ci ne sont pas propices pour faire de grosses fortunes. Cela pourrait être un bon moment pour commencer à réfléchir à l'amélioration de votre entreprise, à la création de votre propre entreprise, à commencer à travailler pour vous-même, à faire quelque chose que vous pouvez contrôler, à construire votre propre business et à vous soucier moins de la spéculation et des actifs spéculatifs dans l'espoir qu'ils montent à court terme, car il est probable qu'ils vont baisser. Un jour, les choses changeront. L'année dernière, j'étais très optimiste concernant le marché boursier, car la Réserve fédérale créait 122 milliards de dollars chaque mois et les injectait dans les marchés. Tant que cette politique se poursuivait, il était évident que les prix des actifs continueraient probablement à augmenter. Mais maintenant, c'est l'inverse qui se produit. Les prix ont probablement encore beaucoup de place pour baisser. Les prix de l'immobilier commenceront probablement à chuter à un taux à 2 chiffres d'ici le milieu de l'année prochaine, et les choses ne vont pas s'améliorer de sitôt. Aujourd'hui, tout chute, et leurs maisons, leurs fonds 401K, probablement aussi en ce moment, sont en baisse. Si seulement ils arrêtaient d'imprimer de l'argent, les choses seraient plus ou moins nivelées. Mais en réalité, ils détruisent de la monnaie. Maintenant, on pourrait dire qu'ils sont en train d'annuler la création de monnaie à un rythme de 95 milliards de dollars par mois. Et lorsqu'ils font cela, ils possèdent ces obligations émises par le gouvernement. Lorsqu'elles arrivent à maturité, la Réserve fédérale prend l'argent du gouvernement. Ensuite, le gouvernement doit trouver de l'argent ailleurs, auprès du public, ce qui réduit la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Ainsi, avec moins d'argent en circulation, cela fait monter les taux d'intérêt, cela fait baisser les prix des obligations et augmenter les rendements des obligations. Donc, le resserrement quantitatif est une autre manière de resserrer la politique monétaire, de faire augmenter les taux d'intérêt et de rendre plus coûteux pour les gens d'emprunter de l'argent et de consommer ou d'investir. Si j'ai une obligation qui paye 5 %, mais que la nouvelle obligation paye 8 %, qu'est-ce que cela fait au prix de l'ancienne obligation? Cela le fait baisser, n'est-ce pas? Parce que personne ne voudra détenir une obligation qui rapporte 5 % si les nouvelles obligations qu'ils peuvent acheter rapportent 8 %. Cela fait donc baisser le prix de l'ancienne obligation jusqu'à ce que son rendement équivalent soit aligné avec celui des nouvelles. Si le prix baisse suffisamment, alors le rendement de cette obligation sera également de 8 %. Ce que Richard souligne est très important, car Wall Street vend depuis des années une allocation 60-40, 60% d'actions, 40% d'obligations, et tout est en train de chuter. Vous savez que tout est en train de chuter en ce moment. Aujourd'hui, je possède des mines d'or, des mines d'argent, du pétrole réel. Je ne possède pas d'actions pétrolières. Je possède du bétail. Je possède tout ce que la Réserve fédérale ne peut pas imprimer. Rappelez-vous donc, quand il parle de la Banque d'Angleterre et de la Réserve fédérale, ils sont en quelque sorte la même chose. La livre sterling a failli s'effondrer. Et la raison pour laquelle ils doivent recommencer à imprimer de l'argent, ce qui cause plus d'inflation pour les citoyens britanniques, c'est que les retraites vont s'effondrer. La même chose va arriver aux États-Unis, parce que cela s'est déjà produit. Les gens ne le savent pas. Donc, mesdames et messieurs, c'est le moment le plus dangereux de l'histoire du monde. Mais laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Dans le corps des Marines, avant de partir pour le Vietnam, j'étais stationné au camp Pendleton. Nous étions dans les armes avancées, armes à feu, roquettes, mitrailleuses, etc. Nous devions nous entraîner à nous écraser 3 fois par jour. Maintenant, écraser un hélicoptère vide est très différent de l'écraser avec des armes, des roquettes, des mitrailleuses et des munitions à bord. Mais nous avons pratiqué et pratiqué et pratiqué. Donc, lorsque le moment est arrivé de nous écraser 3 fois au Vietnam, les probabilités étaient, vous savez, mon espérance de vie en tant que pilote d'hélicoptère dans les Marines était de 30 jours. Nous ne vivions pas très longtemps. Donc, si nous nous entraînions à nous écraser, nous avions plus de chances de survivre. J'ai donc été abattu 3 fois.
et mon équipage et moi sommes rentrés chez nous en 1973 pour être accueillis par des crachats, des œufs lancés et des insultes de la part des hippies communistes de la génération de Woodstock. Et nous voici aujourd'hui sans éducation financière dans nos écoles. Eh bien, le monde est en train de s'effondrer. Je ne sais pas si les gens comprennent cela, car en 1971, Nixon a retiré le dollar de l'étalon mort. En 1944, lors de l'accord de Bretton Woods, le dollar est devenu la monnaie de réserve mondiale. Eh bien, nous avons promis au monde que le dollar américain serait aussi fiable que l'or. Le problème, comme l'explique Andy Schectman, c'est qu'on a commencé à mener la guerre du Vietnam et la guerre contre la pauvreté en Amérique, le socialisme, sans avoir assez d'argent. Nous avons donc rompu l'accord de Bretton Woods en 1971. Nixon nous a retirés de l'étalon or, et cela a marqué la corruption du capitalisme. Ils ont commencé à imprimer de l'argent au lieu de créer de la richesse réelle. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes dans une situation difficile. Préparez-vous à l'effondrement et rappelez-vous, le micro signifie sortir la tête du sable. Il y a des dettes bonnes et mauvaises. Si vous voulez acheter une maison et que tout le monde vous dit « Ma maison est un actif », ce n'est pas vrai. Votre maison est un passif. Si vous avez une voiture, la voiture est un passif. La personne moyenne a un travail, l'argent entre, elle paye sa maison et cet argent va à une banque. Donc, la définition d'un passif est-il quelque chose qui prend de l'argent de votre poche? Et la définition d'un actif est-il quelque chose qui met de l'argent dans votre poche? Une propriété locative, ici, met de l'argent dans ma poche. Si je vis dans une maison, c'est un passif, car même si je n'ai pas de dette dessus, j'ai toujours des taxes, de la dépréciation, des réparations, de l'entretien, de l'assurance, etc. Lorsque je loue une propriété, si je l'ai bien achetée et structurée, chaque mois, elle m'envoie de l'argent. Je suis en train d'emprunter de l'argent ici. Il vient ici et va dans cette direction. Donc, la dette me met de l'argent dans ma poche. La mauvaise dette prend de l'argent de ma poche. Le locataire quitte le bien et cet argent part immédiatement.